La réforme électorale proposée par le président du Sénat inquiète en raison de son manque de transparence et d'absence de consultation. Société civile et partis politiques dénoncent une démarche unilatérale. Tous jugent inacceptable toute réforme servant uniquement les intérêts du pouvoir en place. À la veille de la fête des mères, certaines familles se préparent à célébrer, tandis que d'autres font face à des contraintes financières. Pour beaucoup, la célébration se fera de façon modeste. De l'actualité internationale, l'université d'Harvard, engagée dans un bras de fer avec Donald Trump depuis plusieurs semaines, ne pourra plus accueillir d'étudiants étrangers, selon une décision de l'administration Trump annoncée jeudi. Une décision suspendue moins de 24 heures plus tard par la justice après une plainte de l'université. Le président du Sénat a soumis une proposition de loi visant à amender le code électoral en vigueur depuis 2018. Cette initiative suscite de nombreuses interrogations parmi les acteurs politiques, la société civile et l'ensemble des parties prenantes au processus électoral. Le principal point de tension réside dans l'absence de consultation préalable des parties concernées. Ce manque de transparence alimente la méfiance. Pourquoi le contenu de la réforme reste-t-il confidentiel? Que cherche-t-on à cacher? Tous s'accordent sur la nécessité de réviser le cadre électoral pour l'adapter aux enjeux actuels. Cependant, une réforme conçue unilatéralement dans l'intérêt du régime en place et visant à consolider son pouvoir serait inacceptable. Le code électoral mérite d'être révisé. Mais une telle réforme ne peut se faire que dans le cadre d'un large consensus, impliquant toutes les parties prenantes. Elle doit viser l'intérêt général et non servir des intérêts partisans. La modification du code électoral ne peut être ni imposée, ni décidée unilatéralement par une minorité au pouvoir dans le seul but de conserver celui-ci. Si les dirigeants modifient ce code uniquement pour garantir leur maintien aux commandes, ils en porteront la responsabilité. L'expérience montre que de telles manipulations n'ont jamais apporté de stabilité ni de progrès pour le pays. Aujourd'hui encore, les modifications envisagées ne sont pas rendues publiques. Elles semblent se préparer dans l'ombre, au sein du Sénat. Faut-il s'attendre à une adoption en force? Le parti de Saratov estime que l'application des lois en vigueur est insuffisante. Il faudrait renforcer des sanctions à l'encontre des contrevenants, notamment en ce qui concerne l'ingérence des fonctionnaires en faveur de partis politiques, ainsi que les infractions au code de nationalité, à l'image de l'affaire concernant le président de la République. Pour qu'un amendement soit légitime, il doit se faire dans la transparence et avec la participation de tous. Il est indispensable d'associer la société civile et les partis politiques, afin que chacun puisse faire des propositions. L'amendement ne doit pas refléter uniquement la volonté d'une minorité au pouvoir, car ce pays appartient à tous. C'est justement ce manque de transparence qui entache le processus électoral. On se souvient de l'affaire des ordonnances lors des élections communales. Celles-ci, qui auraient dû être délivrées individuellement, ont été attribuées collectivement. La société civile estime qu'aucune modification du code électoral ne devrait être entreprise sans une consultation préalable de l'ensemble des parties prenantes. La méthode actuelle de réforme soulève de vives inquiétudes. Déjà en 2018, la société civile avait réclamé la révision de plusieurs articles du Code, mais aujourd'hui encore, elle insiste sur la nécessité d'un dialogue inclusif. Les acteurs de la société civile demandent entre autres l'instauration d'une obligation de transparence concernant les sources de financement des campagnes électorales, ainsi que la publication des rapports financiers des partis politiques. Selon nos recherches, une seule modification a été apportée au code électoral, l'introduction de la parité sur les listes de candidatures, imposant qu'en cas de binôme. À notre sens, si une révision du code électoral s'impose, elle ne devrait pas se limiter à cet aspect. Il serait plus pertinent, même si la loi ne l'exige pas formellement, d'engager au préalable une large consultation des parties prenantes, la société civile, les partis politiques, la CENI, les ministères concernés, et tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Une telle démarche garantirait une réforme inclusive, crédible et porteuse d'un consensus national.
Le parti HFM estime que la priorité du code électoral ne devrait pas être la promotion de la parité homme-femme sur la liste de candidats, mais plutôt la lutte contre les changements de camp politique après les élections. Pour sa part, le parti APM insiste sur le traitement prioritaire des points qui ont suscité des controverses lors des scrutins précédents. Quant au team, il dénonce des manœuvres visant à favoriser le pouvoir en place, soulignant que le projet de réforme n'a pas été rendu public afin d'éviter un examen large et transparent. Ainsi, les partis politiques participant aux élections dans le pays, tout comme la société civile, ont tous affirmé ne pas avoir été consultés au sujet des réformes que le président du Sénat souhaite apporter au code électoral. Plus de 5 mois après la proclamation des résultats officiels des élections municipales du 11 décembre 2024, la reprise des élections dans les 12 communes ordonnées par la justice en raison d'irrégularités n'a toujours pas eu lieu. La CENI attend encore une décision du Conseil d'État précisant les communes concernées avant de pouvoir organiser de nouveaux scrutins, selon les explications. En effet, 12 communes sont officiellement concernées par ces nouvelles élections. Toutefois, d'autres recours ont été déposés par des candidats issus d'autres localités et le nombre final de communes dans lesquelles les élections seront reprises dépendra de l'issue de ces recours. Si certains ont déjà été examinés par le Conseil d'État, la liste définitive des communes concernées n'a pas encore été rendue publique. Pour un député issu du Frère Sakine, les candidats du parti au régime ont tous été battus dans ces 12 communes, ce qui expliquerait selon lui la décision de reprendre les élections. Il dénonce également l'influence de l'exécutif sur la justice et exprime son scepticisme quant à l'impartialité du processus électoral. C'est une décision de justice. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais les responsables ont-ils réellement appliqué cette décision? Que peut-on encore espérer des élections dans ces conditions? Ramener l'état de droit. Restaurer l'égalité de tous devant la loi. Aucun pays ne peut avancer si l'on continue à agir selon la volonté des dirigeants. La population n'a plus confiance ni dans les responsables électoraux ni dans les dirigeants. Ils sont partiaux, et la justice semble recevoir des ordres dans ce pays. L'exécutif contrôle la justice. Alors que les élections municipales restent inachevées, une proposition de loi visant à modifier les législations électorales et référendaires portée par le président du Sénat fait son apparition. Cette initiative soulève des interrogations parmi les observateurs. S'agit-il d'un calcul pour modifier la Constitution en vue d'une nouvelle candidature d'Andreasville ou d'un moyen de consolider l'avantage du régime en place? La proposition sera examinée lors de la session plénière du Sénat prévue pour le 12 juin prochain. La diplomatie mauricienne a porté ses fruits. Les îles Chagos, longtemps revendiquées auprès du Royaume-Uni, sont désormais sous souveraineté de l'île Maurice. Jeudi dernier, le gouvernement britannique a officiellement accepté l'accord reconnaissant la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos, situé dans l'océan Indien. Toutefois, la base militaire britannique y restera implantée. Pour rappel, ces îles étaient administrées par le Royaume-Uni depuis 1814, après avoir été cédées par la France en même temps que l'île Maurice. En 1968, lors de l'indépendance de Maurice, les Chagos ont été séparés du territoire mauricien pour former un territoire britannique d'outre-mer. Il aura donc fallu 57 ans de démarches diplomatiques pour que Maurice récupère officiellement ses droits sur ces îles. Ce dénouement illustre le succès de la diplomatie mauricienne, qui a su rester constante et structurée dans ses revendications. Un parallèle évident se dessine avec le dossier des îles Éparses, toujours sous contrôle de la France. Sur ce sujet, la diplomatie malgache reste floue et peu audible. Lors de sa visite à Madagascar le 23 avril dernier, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'une cogestion de ces îles sans qu'aucune réaction officielle immédiate ne vienne des autorités malgaches. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que la ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position malgache. Dans une allocution publique, le président Andreasville a réitéré sa volonté de privilégier la voie diplomatique par la suite. Pourtant, jusqu'à présent, cette stratégie n'a donné aucun résultat tangible. Une commission mixte franco-malgache doit se réunir le 30 juin prochain pour discuter du sort des îles Éparses, mais l'État malgache n'a pas encore communiqué sur la composition de sa délégation ni sur la stratégie qu'il compte adopter. Et ce, alors même qu'une résolution des Nations Unies appelle depuis plus de 30 ans à la restitution des îles Éparses.
mars à Madagascar. La phase expérimentale du projet IALIAG a été officiellement lancée hier. Menée par la Banque centrale de Madagascar, cette initiative vise à renforcer la souveraineté monétaire et à répondre aux problèmes financiers spécifiques du pays. La Banque centrale souligne que plusieurs blocages financiers et sociaux freinent le développement économique. Le système de contrôle des flux monétaires et des transactions est jugé insuffisant. Le paiement des impôts manque de transparence et la circulation excessive de billets rend difficile le suivi des opérations, facilitant ainsi les détournements de fonds. Près de la moitié de l'économie fonctionne encore dans l'informel où circulent des fonds illicites. À cela s'ajoute une exclusion bancaire persistante. Plus de 70% de la population ne dispose toujours pas de compte bancaire, notamment en zone rurale. Ces personnes restent en marge des circuits économiques formels et ne peuvent ni épargner légalement ni accéder à des services financiers de base. Le projet IALIAG est présenté comme une réponse à ces défis. Il s'agit d'une version numérique de l'ALIAG émise uniquement par la Banque centrale et ayant la même valeur légale que les billets en cash. Lorsque l'argent est numérisé, les risques de détournement et de corruption diminuent, car il n'y a plus de manipulation directe de cash. Pour payer les impôts ou recevoir une pension, les citoyens, notamment les personnes âgées, n'auront plus à faire la queue, les fonds seront versés directement sur leur compte. Même les paiements par chèque comportent encore des risques. C'est pourquoi la Banque centrale propose cette solution numérique, dans le cadre de sa lutte contre la corruption et les détournements de fonds. Notre mission est de suivre la circulation de l'argent dans le pays. Si nous parvenons à réduire l'usage du cash, ces risques devraient effectivement diminuer. Cette phase expérimentale se déroulera en 2 temps, 6 mois d'intégration et de tests, suivis de 4 mois de tests sur le terrain avec différents partenaires locaux. Mais ce projet soulève plusieurs questions pour les observateurs. Est-il adapté au contexte malgache? Pourra-t-il réellement freiner la corruption et relancer l'économie? Ou risque-t-il au contraire de creuser les inégalités numériques? Le monde digital reste un défi majeur dans un pays où l'accès aux outils numériques est encore limité. À la veille de la fête des mères, certains foyers se préparent à une célébration spéciale, tandis que d'autres, faute de moyens, s'y résignent avec modestie. C'est le cas de cette famille vivant à Tsaramasai. Parents de 5 enfants, la mère au foyer et son mari tireur de pousse-pousse admettent ne pas avoir les ressources nécessaires pour célébrer dignement la fête des mères cette année. Pour la mère de famille, le simple fait d'être en vie et en bonne santé reste déjà une bénédiction. J'ai 5 enfants. On ne gagne pas beaucoup et la vie est difficile. Les enfants sont encore jeunes. Si on avait les moyens, on pourrait offrir des présents, mais en l'absence de ressources, il faut savoir se comprendre. Il ne faut pas se forcer. On ne peut pas demander à nos enfants de voler. Dans une autre famille composée de 2 enfants, le besoin de célébrer cette journée reste bien présent, même si les moyens sont limités. Marquer cette occasion reste essentiel, souligne-t-il. J'ai 2 enfants. Nous remercions Dieu avant tout pour cette fête des mères. La préparation reste modeste, selon nos moyens. Nous avons prévu une petite surprise pour maman. Beaucoup de Malgaches traversent des difficultés, mais cela n'empêche pas d'exprimer notre amour. Nous souhaitons une bonne fête et nos meilleurs vœux à toutes les mamans. D'une manière générale, malgré les difficultés économiques, les Malgaches tiennent à cette journée dédiée aux mères. Chacun trouve une manière de témoigner son affection, certains par des gestes simples ou des cadeaux modestes, d'autres par des mots, de l'attention ou une présence sincère. L'essentiel reste célébrer l'amour et le rôle irremplaçable des mères.